Décider, changer, se relever. Trouver son équilibre. Avancer, dépasser ses peurs. Inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Bonjour Margot. Bonjour Bénédicte. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais ? Avec plaisir. Déjà, merci de cette invitation à parler de l'intimité aujourd'hui. Donc, qui je suis ? Je suis sexothérapeute depuis 10 ans maintenant et écrivain. J'ai écrit 5 livres, dont le dernier, on va parler aujourd'hui, les 5 langages sexuels. Et j'accompagne donc des couples, des célibataires dans la redécouverte de l'intimité. J'ai vraiment une approche de la sexothérapie qui est pas du tout pathologie, traitement. Je me concentre pas sur des dysfonctions. Je vais aller chercher de quoi on a vraiment besoin, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, une approche beaucoup plus humaine et sensible qu'on peut voir un peu à beaucoup d'endroits. Donc centré sur la personne et pas sur, comme tu l'as dit, les dysfonctionnements. Ouais, et centré, c'est tout la magie des 5 langages sexuels. On va l'expliquer, on va en parler aujourd'hui, plutôt que de dire on est en dysfonction par rapport à une norme. Les 5 langages sexuels nous disent la norme, elle est pas du tout adaptée à la grande majorité de la population. Et en fait, il n'y a pas qu'une manière d'approcher la sexualité, il y a plusieurs langages différents. Et peut-être qu'on n'a même pas du tout de problème. On n'est juste pas dans le bon langage qui nous correspondrait. Et donc, du coup, j'ai une approche qui est très déculpabilisante et qui permet de retrouver une sexualité qui soit finalement plus juste pour nous. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup parlé dans ton compte, c'est cette approche, entre guillemets, de revisite de la normalité et qui est un spectre plus qu'un axe, en fait. Ce que je trouve aussi, je fais un parallèle avec la sensibilité qui est pour moi aussi un spectre. On peut se définir hypersensible et moi, je préfère hautement sensible que hypersensible parce que pour moi, c'est pas trop, c'est juste différemment. Et donc, dans ces 5 langages, je trouvais que c'était très intéressant de voyager dans ce continuum de la normalité qui peut s'exprimer de façon extrêmement différente. Donc, on y reviendra, mais merci beaucoup pour ton intro. Est-ce que tu consultes du coup pour que les gens comprennent bien ? Tu consultes en présentiel, tu as des programmes, comment tu fonctionnes si jamais Ouais, alors je fais plein de choses différentes. Je reçois en personne à Paris, j'ai plein de programmes en ligne, j'anime des stages, je fais de la formation pour les professionnels. Mais globalement, la meilleure manière, s'il y a des gens qui écoutent, qui auront envie de travailler avec moi, j'ai mon équipe qui fait des petites consultations d'exploration pour voir où les gens en sont, quel est le besoin et quelle est la meilleure. J'ai aussi plusieurs thérapeutes formés à mon approche dans mon équipe. Donc voilà, on est toute une équipe pour vous accueillir et prendre soin de tout un chacun. Bon, parfait. Comme ça, c'est clair, le cadre est posé. Donc, comme tu le disais, tu viens de sortir un livre dans lequel tu parles des langages sexuels et je me demande comment la découverte de notre langage sexuel et de celui de notre partenaire, j'imagine, peut contribuer à créer un espace de sécurité dans la relation. Alors ça change tout. Dans notre société, on surreprésente un seul langage, le langage physique. Celui qui est le langage physique, c'est le langage de l'excitation, de l'action, du mouvement, de la passion, de la jouissance. C'est fantastique. Notre société le surreprésente, mais le représente mal aussi. On entre dans le truc où c'est bim bam boum, on y va, c'est très dans la performance. C'est pas tout à fait ça le langage physique. Notamment la pornographie. Notamment la pornographie, mais aussi les films romantiques où on se regarde dans les yeux, on s'embrasse, on se saute dessus, on s'arrache les vêtements et puis d'un coup, coup de hanche et ça y est, on est pénétré et c'est waouh. En fait, parce que limite, on a directement joui aussi. Je crois qu'il y a des fois des choses comme ça. On est pénétré en 3 secondes et demie et 4 secondes et demie après, on a joui et c'est fini. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et voilà, ce côté très direct et orienté seulement sur la pénétration et l'orgasme, le langage physique va quand même bien au-delà de ça. Mais du coup, pour répondre à ta question, si on a une seule vision de la sexualité et l'impression que ce qui est normal, c'est de ressentir d'excitation,
d'avoir envie de se sauter dessus tout le temps, de s'arracher les vêtements, et que nous, on ressent pas ça. Mais on a tendance à se dire, moi, je suis pas normale. En fait, c'est moi qui ai un problème. Et d'essayer de se forcer à se conformer à une certaine norme. Et c'est là où on tombe dans des difficultés. Donc, il y a deux dimensions. Il y a soit ça nous parle pas, on essaye de s'y conformer, mais il y a aussi la dimension que souvent dans le couple, en effet, on parle pas forcément, on n'a pas le même langage porte d'entrée. En fait, dans ma philosophie des 5 langages, je vais pas dire « Ah, toi, tu es mental, toi, tu es émotionnel ». Non, ces langages ne nous définissent pas. On a besoin des 5 langages pour pleinement s'épanouir. Mais on a tendance à s'être construit plutôt autour d'un ou 2 langages, en tout cas pour la question de s'ouvrir à la sexualité. Donc le langage porte d'entrée, ça parle vraiment de quoi j'ai besoin pour me sentir relax, disponible, ouvert, pour avoir envie d'un moment de sexe. Donc quand au sein du couple, on n'a pas les mêmes langages porte d'entrée, souvent le moment de l'initiation de la sexualité se passe pas très bien. Parce que l'un approche avec un langage qui lui correspond à lui ou elle, et en fait la personne en face, peut-être que ça lui correspond pas du tout. Du coup, au mieux, ça lui donne pas envie, et au pire, elle peut se sentir incomprise, objet. L'exemple le plus typique, c'est de la différence entre la personne qui a besoin de se sentir connectée émotionnellement pour après avoir envie d'un rapport sexuel, et la personne qui a envie d'avoir un rapport sexuel pour se sentir connecté émotionnellement. On a chacun une approche différente, et quand chacun tire de son côté pour essayer de faire en sorte que ça réponde à ses besoins, eh ben on finit par pas vraiment se comprendre. Quand on comprend que on a juste des langages différents et qu'on peut apprendre à parler le langage de l'autre plutôt que d'aller initier dans notre langage à nous pour essayer d'éveiller le désir de l'autre, eh ben on a tout à gagner à essayer de lui parler dans son langage. Et du coup, ça permet de beaucoup mieux se comprendre. Donc, c'est vraiment une question de connexion à soi, c'est-à-dire moi, comment je fonctionne, et connexion à l'autre, toi, comment tu fonctionnes, et comment on peut en faire en sorte que ça matche. Exactement. On a besoin, et c'est là où c'est très utile d'avoir ces 5 langages sexuels, parce que ça donne un peu une direction. Très souvent, les personnes que je reçois à mon cabinet me disent « Mais je sais bien que ça me va pas, mais je saurais pas dire exactement de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qu'il me faudrait ?» C'est un peu le flou, ou alors j'ai l'impression d'avoir besoin de plein de trucs en même temps, et je sais pas, prioriser, dire quoi ou comment. Et du coup, d'identifier, ok, notre langage porte d'entrée, c'est ça. Les différents besoins du langage, de ce langage, c'est ça. Mais un langage, c'est aussi des compétences. C'est pas que des besoins. Un peu comme parler français, on a besoin de grammaire, d'orthographe, de syntaxe, de conjugaison, de plein de choses. Plein de compétences à maîtriser pour pouvoir parler français et s'exprimer avec clarté et être vraiment compris. Un langage sexuel, c'est la même chose. Ça nous demande, le langage mental par exemple, de savoir identifier notre désir, de savoir l'exprimer, de pouvoir communiquer notre oui, notre non, de pouvoir créer un espace de sécurité, de pouvoir anticiper, de pouvoir prévoir, de pouvoir fantasmer, tout ce qui se passe dans notre tête. Et tout ça, c'est des compétences qu'on a besoin de développer. Donc, c'est 2 choses, les langages sexuels. C'est identifier quels sont nos besoins, auxquels on peut répondre par nous-mêmes et auxquels qu'on peut partager à l'autre pour qu'il, elle, puisse y répondre. Mais c'est aussi développer nos compétences pour être à l'aise, en fait, dans ce langage-là. Et justement, quand tu parles de sécurité, ça c'est vraiment quelque chose qui, je pense, finalement, est une base à laquelle peut-être on pense pas suffisamment, mais cette sécurité émotionnelle, en quoi la connaissance de soi, constitue de soi, et aussi après, du coup, la volonté de connaître l'autre, constitue une base solide pour établir justement cette sécurité pour soi, du coup, et également pour l'autre. Dans la manière dont on traite la sexualité dans notre société aujourd'hui, on nous donne l'impression que ça devrait être simple, ça devrait être spontané, on ne devrait pas avoir à se poser trop de questions, on ne devrait pas réfléchir, bref, ça devrait nous venir comme ça. Et le problème, c'est que sexe, c'est un mot qui, en fait, ne veut pas dire grand-chose. Une de mes métaphores, j'étais très fière de ce parallèle dans le livre, tu l'as peut-être lu, c'est de dire le mot sexe, c'est un mot qui est aussi précis que le mot sport. Oui, j'ai trouvé ça très intéressant. Effectivement, quand tout ce champ-là, tu te dis, mais oui, c'est évident, quoi.
Exactement. C'est-à-dire, le mot sport, ça regroupe la natation, la boxe, le yoga, le lancer de javelot, enfin... La Formule 1, et même maintenant les e-games, donc même électriques, ouais. Et on peut aimer la natation et pas du tout aimer la boxe. Tellement. Et dans la sexualité, c'est la même chose en fait. Mais comme on a cette vision très stéréotypée de la sexualité, on a l'impression qu'il y a un peu que une chose, donc on doit s'y conformer. Et à partir du moment où on n'a pas accès à quelque chose qui est vraiment ajusté pour nous, où on n'est pas dans notre liberté d'expression, à pouvoir vraiment explorer nos propres besoins, ça crée forcément de l'insécurité. On est forcément avec notre regard porté à l'extérieur de nous-mêmes pour essayer de nous conformer, de faire plaisir, de répondre aux attentes, plutôt que d'avoir notre regard tourné à l'intérieur pour pouvoir identifier qu'est-ce qui serait vraiment juste pour moi, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui répond à mes besoins, et du coup créer une sexualité dont on a envie et qui soit réellement nourrissante. Sauf que se tourner vers soi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais si je pense à moi, je vais être égoïste et du coup, je suis pas dans la relation. En fait, je pense à mon propre plaisir, mon propre bien-être et c'est pas très ouvert à l'autre. » Enfin, je suis d'accord avec toi, mais j'entends tellement ce genre de réflexion sur « Ouais, mais si je pense à moi, je suis égoïste. » Alors que, au-delà de ça, mais je pense que dans le sexe, c'est aussi ça. Ouais, c'est tellement ce qu'on nous a enseigné. Ne pense pas à toi, ne veux pas trop, ne sois pas trop égoïste. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Parce que ça te plairait, toi, un partenaire qui est juste 100% dévoué à tes désirs et tes besoins, qui donne, mais jamais tu peux vraiment le connaître, savoir ce qui se passe exactement dans son cœur. Parce qu'en fait, à la force de pas être égoïste, cette personne, elle n'existe pas, tellement elle fait pour l'autre. Non, non, clairement. Non, mais moi, je suis convaincue de l'histoire, mais ta métaphore est très juste. C'est-à-dire que... J'ai bien compris que tu es convaincue, mais du coup, je l'utilise comme exemple. Oui, mais évidemment, non, ça ne me plairait absolument pas. Ça me mettrait très mal à l'aise et ça me ferait me poser encore plus de questions sur moi-même, finalement. Exactement. Ça met mal à l'aise. Et en fait, j'irais même jusqu'à dire que c'est plus égoïste que de ne penser qu'à l'autre. Pourquoi ? Parce que quand on est... Et pour moi, c'est quelqu'un qui va faire ça, c'est quelqu'un dont le langage porte d'entrée est émotionnel, qui recherche vraiment cette connexion émotionnelle, mais qui peut-être manque de compétences dans ce langage émotionnel pour pouvoir créer la connexion émotionnelle qui serait réellement nourrissante. Et pourquoi c'est plus égoïste ? Parce que c'est vrai que quand on fait plaisir à l'autre, paf, ça nous donne la gratification immédiate. Un petit shoot de dopamine. Petit shoot de dopamine, ça nous évite de nous rendre vulnérables. Ouais. Ça nous évite de prendre un risque relationnel. Ça nous demande pas d'ouvrir notre cœur. Du coup, c'est le chemin le plus facile d'une certaine manière, mais qui nous évite toute la rencontre de l'intimité. Parce que l'intimité, c'est une rencontre. Si on est juste dans une personne au service de l'autre, on n'est pas dans l'intimité. Parce que l'intimité, c'est la rencontre de chacun sans nos masques. Et donc, c'est pas une question d'être égoïste et de recevoir et de ne pas se soucier de l'autre, mais on a besoin d'avoir d'abord notre boussole intérieure pour pouvoir rencontrer l'autre. C'est moi pleinement au contact de qui je suis et de mes besoins, parce que je suis aussi humain, et que l'autre a envie aussi de me faire plaisir, de répondre à mes besoins, parce que lui aussi ou elle aussi, elle a envie de ce shoot de gratification et de sentir qu'il ou elle a un impact sur moi. C'est ça, on ouvre là pour le coup la porte à qui on est, autant en tant que corps physique, mais aussi en tant que personne. Exactement. Et ça, c'est réellement nourrissant. Et quand je lisais ton livre, je me rendais compte finalement que dans ma construction, mais je pense dans la construction d'énormément de gens, on se dit que cette sécurité émotionnelle, c'est un peu l'aboutissement d'une relation saine. Alors qu'en fait, si on partait de ce point de départ en se disant, finalement, moi, mon idée, c'est de te connaître, de te comprendre, de me connaître et de me comprendre. Et comme ça, on construit notre sécurité. Pourquoi on n'en ferait pas un point de départ, en fait, de cette sécurité émotionnelle dans notre intimité ? Parce qu'on se dit toujours, oui, dans un couple, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, on se connaît par cœur, donc on est sécure avec l'autre. C'est peut-être un peu extrapolé aussi, mais en tout cas, j'ai vraiment vu, en lisant le livre, je me disais, mais oui, en fait, on le voit comme un aboutissement, alors qu'on pourrait le prendre comme porte d'entrée, cette sécurité émotionnelle, en se connaissant mieux. Exactement. En fait,
commencer par développer ses compétences émotionnelles permet de créer une relation épanouissante. Et c'est là où c'est vraiment, on a besoin de le prendre en compte comme des compétences, comme des choses qu'on apprend. Nos compétences émotionnelles, on les apprend en grandissant, si on a des parents qui savent nous transmettre ces messages-là. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas du tout appris tout ça. Et du coup, on a besoin de l'apprendre à l'âge adulte. Et mon livre précédent s'appelait « L'intelligence intime ». Et c'est vraiment ça. Pour moi, l'intelligence intime, c'est les compétences émotionnelles, relationnelles, sociales et sexuelles. C'est tout un ensemble de compétences différentes qui font qu'on se sent à l'aise pour créer une relation saine et épanouissante. Et je vais te poser une question un peu hors de la relation. C'est-à-dire si, par exemple, tu n'es que tu es dans une période de ta vie où tu as des relations épisodiques avec une personne, puis une autre, etc. Comment, en fait, tu peux travailler sur cette connexion via ton langage ? Mais c'est la même chose. En fait, donc les 5 langages, ils s'utilisent, mais que ce soit de moi à moi avec une relation d'un soir ou l'homme de ma vie, c'est, en fait, au-delà des 5 langages, pour moi, c'est les 5 piliers de la sexualité. On peut pas faire l'amour sans le langage. J'ai même pas nommé les 5 langages, d'ailleurs. C'est mental, émotionnel, sensuel, physique et énergétique. On peut pas faire l'amour sans le mental. On a toujours notre cerveau qui tourne, qui commente. Ah là, qu'est-ce que c'est bien ce qu'il est en train de faire? Non, c'est pas trop bien. Il a joui, bientôt, pas encore. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, est-ce que j'ai éteint le four? Enfin, notre cerveau, il est constamment en train d'être activé. On peut pas non plus faire l'amour sans le monde émotionnel. Et attention, parce que émotion, ça veut pas dire amour. On a tendance à un peu trop simplifier en disant « Ah oui, l'émotionnel, ça veut dire l'amour ». Non, dans notre monde émotionnel, et d'ailleurs, un de mes chapitres préférés dans le livre « Les 5 langages », c'est les émotions clés de notre érotisme. Parce que les émotions, au-delà de l'amour, peuvent créer des réactions érotiques très fortes en nous. Quand on a un rapport sexuel, même avec quelqu'un d'un coup d'un soir, ça fait des réactions émotionnelles en nous. On se sent désiré, valorisé, on se sent pris en compte, on se sent important. En fait, il y a plein de sentiments qui vont nous traverser. Ne pas ressentir ça, c'est impossible. On ressent forcément des choses, qu'on y soit très attentif ou pas. Donc le langage émotionnel est là. Le langage sensuel est forcément là aussi. On va ressentir des choses dans notre corps, ressentir le plaisir, toucher, sentir, goûter. C'est vraiment toute cette exploration. Le langage physique, avec l'excitation, les parties génitales, l'orgasme, le mouvement, mais c'est aussi l'expression. Et le langage énergétique, qui est la pleine présence, qui est notre intuition, qui est sentir cette énergie qui nous relie l'un à l'autre. Qu'on le veuille ou non, les 5 langages sont toujours présents dans la sexualité, quel que soit le contexte. Après, la question qui devient vraiment intéressante, c'est est-ce que j'ai pleinement développé en moi ces 5 langages pour avoir accès à la plénitude de l'expérience sexuelle? Ou est-ce que j'ai tendance à plutôt me concentrer sur un ou un autre langage, un peu aux dépens des autres? Et le problème, c'est que quand on se concentre sur un langage plus que sur les autres, qu'on met les autres un peu de côté, on se retrouve assez rapidement avec des difficultés. Par exemple, quelqu'un qui me dit « Ah Margot, j'arrive pas à lâcher prise, je suis trop dans ma tête ». Alors, il y a des choses dans le langage mental qu'on peut faire pour justement répondre à ses besoins, mais peut-être que c'est aussi que cette personne, elle n'est pas assez connectée au langage sensuel ou au langage physique pour pouvoir venir s'ancrer dans son corps. Donc en fait, tout fonctionne ensemble, et ça, quel que soit le contexte, qu'on soit en couple ou pas, c'est intrinsèque à l'expérience de la sexualité. Oui, donc on est d'accord que finalement, même si ton partenaire à long terme ou ton partenaire d'un moment n'est pas lui-même ne s'est pas intéressé à ces langages sexuels, toi, si tu le fais, quelque part, ça va quand même amener quelque chose dans la relation parce que c'est quelque part, toi, tu vas ramener d'autres choses dans cette relation sexuelle du moment M, en fait. C'est sûr. Et puis, l'avantage des langages sexuels, c'est que c'est quand même un concept qui est fun. Et du coup, qui est facile à transmettre. C'est-à-dire que même si on a une relation assez légère avec quelqu'un, on peut lui envoyer un petit quiz gratuit, genre « Ah, j'ai découvert quel est mon langage sexuel principal, et toi ?» C'est-à-dire que c'est fun. Il y a peu de partenaires sexuels qui n'ont pas envie de faire un petit quiz, de pouvoir en parler, de discuter. Enfin, c'est léger.
C'est pas du tout la même chose que chérie, on a des problèmes dans notre couple, il faut qu'on en parle, notre sexualité ne nous convient pas, il faut qu'on trouve des solutions. Non. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que parler de sexe, ça veut dire parler des problèmes. Mais non. Parler de sexe, c'est parler de ce qui nous excite, ce qu'on aime, nos désirs, ce qu'on ressent. Enfin, c'est explorer tout ça. Et les langages sexuels donnent vraiment un modèle pour pouvoir en parler de manière très simple et légère. Et du coup, rien ne nous empêche, avec un partenaire, même éphémère, de pouvoir avoir ces échanges. Moi, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans ton livre, c'est ce côté un peu facile de se dire ah ben finalement j'ai un petit truc super simple dont je peux parler. Ça balance pas un gros froid genre ah oui bah moi j'aime ci ou j'aime ça et j'aime pas du tout quand on me fait ci ou quand on me fait ça et puis je déteste faire ça. Et du coup, ça peut amener à avoir même un petit échange super rapide avant de rentrer dans. Et c'est pas obligatoire non plus, c'est-à-dire que juste nous être au contact de nos propres besoins peut nous aider à clarifier ce qu'on a envie de vivre sur le moment sans forcément se lancer dans toutes les discussions sur les 5 langages. C'est pas obligatoire, mais c'est un guide en fait. Je l'appelle un peu notre GPS interne. Ouais. Il a la cartographie et puis selon là où on a envie d'aller, il peut nous indiquer plutôt par là, puis plutôt par là. Ah là, il y a des embouteillages, il vaut mieux qu'on fasse un détour. Mais c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ton livre parce que je trouve, moi aussi, j'utilise beaucoup cette métaphore de la boussole, du GPS, de la carte, etc. Et effectivement, plus on est capable de mettre des détails sur notre GPS, sur notre cartographie interne, sur qui on est, ce qu'on veut, ce dont on a besoin, et d'être capable d'observer qu'à certains moments, ça peut bouger, parce que évidemment, c'est pas figé. Je trouve que c'est tellement riche et ça nous aide tellement dans notre rapport à nous, mais évidemment dans notre communication et notre rapport aux autres, que c'est ça aussi qui m'a vraiment plu, de me dire, oui, tu peux aussi et évidemment le faire dans ta sexualité, dans ton intimité, etc. en fait. Tout à fait. Donc en fait, connaître son ou ses langages sexuels, c'est encore une autre corde à notre arc dans notre connaissance de nous et finalement dans notre bien-être, notre équilibre, notre sérénité, etc. Oui. On a parlé de sécurité émotionnelle, etc. Et c'est vrai que les émotions et ce qu'on peut vivre en dehors de notre sexualité peut quand même avoir un impact fort sur notre libido. Et moi, je trouve que les émotions, elles peuvent à la fois être des boosters de libido, mais aussi des tueurs de libido. Et ça, c'est vrai que parfois, notre partenaire, il est pas forcément au courant ou conscient de tout ce qu'on a pu vivre dans une journée, des émotions qu'on a pu traverser. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une émotion qui nourrit et une émotion qui va éteindre ou étouffer le désir en soi et le désir de l'autre? Alors, il y a plein de questions dans cette question. Oui. Et je voudrais pas qu'on se concentre que sur les émotions, parce que c'est un des langages sexuels dont on a pas mal parlé. Je te propose, si tu veux bien, que on en parle sous l'angle de quoi qu'il se passe pour nous dans notre langage, que ça soit des émotions fortes, que ça soit notre cerveau qui tourne dans tous les sens avec ce besoin de communication, que ça soit notre sensibilité dans le langage sensuel avec, je sais que tu travailles beaucoup avec les hypersensibles et avec les gens qui vont ressentir beaucoup dans leur corps. En fait, quoi qu'il se passe pour nous, si on peut pas le partager avec notre partenaire et que ça soit accueilli, c'est sûr que ça va mettre un frein. C'est aussi un des endroits où, du coup, identifier, tiens, on parle pas le même langage et on n'a pas tous les deux les mêmes compétences et du coup, on n'arrive pas tout à fait à se rejoindre, crée des difficultés dans le couple, mais du coup, nous donne les possibilités d'exploration et permet de défocaliser. Tu vois, je pense à un couple, par exemple, qui, elle était exactement dans ce mécanisme-là de... si moi je me sens pas émotionnellement comprise et validée par toi et en fait c'est pas possible pour moi, et lui plutôt langage physique et mental mais pas trop émotionnel, disait mais en fait si je passe tout mon temps à valider toutes tes émotions on s'en sort pas, et quand est-ce qu'on va faire l'amour en fait, et d'identifier que c'était pas il faut passer 10 000 heures à répondre à toutes les émotions, mais elle a des besoins émotionnels dans ce langage émotionnel justement qui ne trouve pas tout à fait réponse. Donc plutôt que de se concentrer sur et cette émotion et cette émotion et cette émotion, il y a un ensemble. Et j'ai besoin de venir apprendre à parler son langage à elle, avec quelques mots, quelques phrases qui peuvent la faire se sentir ou le faire se sentir compris. Et du coup, ça active la clé.
Parce que parfois, on a tendance à, justement, comme on n'a pas une structure pour un peu se diriger, on se sent dépassé et on se perd. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut aller dans tous les sens, mais non, c'est qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est de se sentir accueilli dans l'émotion. Et du coup, on développe cette compétence-là qu'on peut alors utiliser à différents endroits. Pour le langage mental, quelqu'un qui trouve que son ou sa partenaire est trop compliqué, trop cérébral, trop contrôlant, plutôt que de le ou la juger comme trop contrôlant, de dire « Ah, en fait, elle a besoin qu'on mette les choses plus au clair. » Et de développer nos propres compétences de communication pour clarifier. Parce que quand le cerveau se sent en sécurité, on n'est pas là à prendre prise et à tout contrôler, en fait. Enfin, on peut relâcher. Du coup, la question, c'est vraiment de venir répondre aux besoins de chaque langage, plutôt que d'essayer de dire que c'est le besoin le problème. Ouais. Effectivement, si tu considères le besoin comme un problème, déjà, tu t'engages dans un chemin qui n'est pas le bon. C'est ça. Et parce que moi, chez mes clientes, comme tu disais, j'ai beaucoup d'hypersensibles qui se sentent très vite submergées. Alors, que ce soit par leurs émotions, mais comme tu disais, aussi leurs pensées et même les sensations qu'elles peuvent avoir, si c'est trop fort ou s'il y a des choses même dans leur environnement. Quand on se sent submergé, tu vois, moi, je travaille beaucoup sur ce fameux bouton pause. Pas dans la sexualité, mais ok, je prends ce petit pas de côté et je reprends, je me remets. Comment, en fait, est-ce que toi, tu aurais trouvé un espèce de petit bouton pause dans l'intimité? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors, pour moi, c'est pas vraiment un bouton pause, mais c'est apprendre à ajuster notre sexualité à nos besoins sensoriels. Il y a tout un chapitre là-dessus dans le chapitre le langage sensuel dans le livre Les 5 langages. Mais globalement, c'est de dire, on a tous un seuil de perception sensorielle et un plafond de tolérance sensorielle qui forme une fenêtre. Entre ce seuil, c'est le minimum auquel on commence à percevoir les sensations. Et le plafond, c'est le maximum d'intensité sensorielle auquel on peut rester présent sans que ça passe beaucoup trop à l'intérieur de nous. Sauf qu'on n'a pas tous le même minimum et maximum. Certaines personnes ont besoin de beaucoup d'intensité de stimulation pour remarquer. Par exemple, mon homme, si je lui fais des toutes petites caresses, ça lui fait pas autant que si moi, il me fait des toutes petites caresses. Notre seuil de perception sensorielle est pas au même endroit. Le mien est beaucoup plus bas et le sien est beaucoup plus haut. Mais on n'a aussi pas le même plafond. Et souvent, les hypersensibles, les personnes qui ressentent beaucoup et qui se sentent souvent débordées, ont non seulement un seuil de perception sensorielle très bas, c'est-à-dire qu'on va ressentir la moindre... C'est-à-dire que moi, je sens constamment le mouvement de mes intestins, je sens tous les ligaments dans mon corps, je sens là où c'est chaud, c'est froid, c'est tendu, ça picote, je sens le poids de mes cheveux sur mes épaules, enfin, je sens tout. Mon homme, je lui dis tout ça, il me regarde en me disant « Waouh !» Ça a l'air fatigant. Mais c'est vrai, c'est tellement ça, en fait, de se dire de l'incompréhension de l'autre qui ne le vit pas. Moi, quand tu me dis ça, ça me semble tellement évident. Sauf que moi, j'ai mis très longtemps à comprendre. Et toutes mes clientes, c'est la même chose. C'est « Ah ouais, tout le monde fonctionne pas comme ça ?» Et non. Donc, effectivement, dans la sexualité, c'est la même chose. C'est ça. Et c'est la même chose avec le plaisir. Parce que le plaisir, ça se ressent dans le corps. Donc, le grand avantage d'avoir un seuil de perception sensorielle très bas, c'est qu'on peut ressentir une infinité de plaisirs encore plus fort. Ça nous donne vraiment un super pouvoir de ressentir dans la subtilité, dans chaque zone de notre corps, waouh, tout ce qui s'y passe. Le problème, c'est que pour beaucoup de personnes hypersensibles, on a aussi un plafond qui est bas. Ça veut dire que on ressent très fort, mais quand ça devient un peu fort, en fait, rapidement, ça surcharge. Oui, ça fait un peu l'écœurement, quoi, presque, hein, si on peut... Ça fait l'écœurement, du dégoût ou juste de la douleur. Ça devient insupportable d'être touché. Ça devient une odeur, l'odeur de l'haleine ou de ci ou de ça. Ou si la machine à laver tourne et fait du bruit, c'est insupportable. Et donc, on a deux options. On a l'option, sur le moment présent, d'ajuster notre sexualité à nos besoins sensoriels, de reconnaître qu'on a une variabilité de profil sensoriel et que c'est OK. Que non, on n'est pas trop sensible ou au contraire insensible si on a besoin d'un peu plus de pression. On a besoin d'apprendre à répondre
aux besoins de chacun. Par exemple, avec mon homme, maintenant on a appris que moi je le touche plus fort et lui il me touche plus léger. Parce que le problème, c'est qu'on a tendance à faire à l'autre ce qu'on voudrait que l'autre nous fasse. Oui. Et du coup... Et que aussi dans les Oui. miroirs, en fait, on a l'impression que quand l'autre nous fait quelque chose, c'est ce qu'il a envie qu'on lui fasse et vice-versa. Donc, du coup, on tourne en rond, quoi. Et finalement, au bout d'un moment, on se comprend pas. Récemment, j'ai accompagné un couple qui me disait mais ça fait 20 ans que elle lui fait des toutes petites papouilles et que lui, il lui fait des grandes caresses et massages, force, et qu'en fait, chacun a envie de l'opposer. Et quand on en a parlé, en fait, on se dit que c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, avec mon homme, on ajuste selon chacun nos besoins sensoriels. Il sait qu'avec moi, plus il va léger, plus je vais ressentir. Et avec lui, je vais mettre un peu plus de pression parce que c'est ça qui va l'envelopper, le faire s'ancrer dans son corps. Et c'est aussi, maintenant, il sait qu'à chaque fois, il éteint la VMC de la salle de bain avant de rentrer dans la chambre. Parce que s'il y a la VMC de la salle de bain, ça va m'agacer, je vais pas pouvoir être présente à mes sensations de mon corps parce que je déteste les bruits. Ça me parle tellement. La VMC, c'est insupportable. Où il ferme la porte si on est en train de faire une machine et qu'il est de faim. On a le droit. C'est pas être trop sensible à de chance. Non, ajustons. Je parlais avec une cliente récemment qui me disait que il y a plein de moments où elle faisait pas l'amour avec son partenaire parce que s'il avait pas pris une douche juste avant, les odeurs corporelles vraiment la dérangeaient. Et du coup, elle me dit, du coup, on fait pas l'amour. Je dis, pourquoi tu ne demandes pas de prendre une douche plus tôt? Elle m'a dit, mais j'oserais pas. En perspective, après en avoir parlé, le fameux Coco préférait prendre une douche et avoir un rapport sexuel. Et il n'était pas si offusqué que ça, finalement. Mais tu vois, pas même par rapport à ce couple qui, après 20 ans, se rend compte que ils sont dans des attentes différentes. Je vais pas dire opposées parce que c'est pas opposé, c'est différent. Comment, en fait, alors j'ai des idées, mais selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on arrive si peu à parler de nos besoins, de nos envies? Ça fait pas partie de nos cultures, on nous a appris à pas dire. Et puis surtout, on a même pas les mots parfois pour décrire exactement ce qu'on voudrait. Et on se rend même pas compte que c'est ça qui se passe presque. C'est-à-dire que avec ce couple, en l'occurrence, c'était la révélation que c'était ça qu'ils faisaient. Ils avaient chacun la sensation qu'il manquait un truc, qu'ils n'arrivaient pas à s'harmoniser. Mais je leur aurais demandé de décrire pourquoi, ils auraient été incapables de le faire. Donc c'est vraiment dans l'exploration de individuellement ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas, mais peut-être ce que tu as fait le lien, mais même entre eux individuellement, que finalement ça émerge. Tout à fait. Et la deuxième chose pour terminer sur les plafonds sensoriels, on a aussi à, je pense, faire notre travail pour augmenter nos plafonds de tolérance sensorielle. Et ça passe en grande partie par la thérapie, mais aussi par le sport, le mouvement, le yoga, comme le yoga yin par exemple, où on apprend à rester dans des positions inconfortables et à y respirer. Mais la thérapie aussi pour plus avoir peur de nos émotions, de nos sensations fortes, parce que les deux sont très liés. J'ai beaucoup de personnes qui vont justement diminuer l'intensité sensorielle parce qu'elles ont peur que ces sensations les dépassent, les englobent, les noient en fait. Et dans le processus thérapeutique, on va non seulement réparer les blessures, apprendre à réguler, mais surtout à apprendre à rester présent avec et à ne plus avoir peur de ces sensations. Et ça fait monter notre plafond sensoriel. Ça faisait partie justement des questions. Est-ce que notre plafond, on peut le faire bouger? Donc, tu viens de répondre. Et notre seuil? Les deux. Alors, je pense que c'est plus facile de faire baisser notre seuil que de le faire monter. C'est plus facile d'apprendre à ressentir plus que de ressentir moins quand on ressent déjà beaucoup moins. Mais quand on ressent déjà beaucoup, qu'on a un seuil très bas, on peut apprendre à diriger notre attention pour plus être envahi en fait par toutes ces expériences sensorielles. C'est ça, parce que des fois c'est vraiment cette question d'envahissement, exactement. Et ça, c'est vrai que quand l'envahissement ou la sensation d'être submergé, que ce soit par les sensations, les émotions, les pensées, tout ce qui se passe dans l'intimité, on se dit oula, comment ça peut exploser, ou alors ça peut se dégonfler, le soufflet tombe, quoi. Justement, exploser. Mais une explosion, ça n'arrive jamais d'un coup. Même pour une bombe, il faut allumer une mèche, il faut faire un truc, il faut la construire. Enfin, il n'y a rien qui explose d'un coup. Ça n'existe pas. Une explosion, c'est toujours le résultat d'une accumulation de quelque chose qui se crée, en fait. Le problème, c'est que souvent, je reviens encore à la question des compétences, désolée, je rabâche, mais
Quand on manque de compétences, par exemple dans le langage mental, pour exprimer nos besoins, nos désirs, pour préciser, pour poser des mots très spécifiques, quand on manque de compétences émotionnelles, pour se sentir en sécurité, pour oser dire non, pour oser demander à ralentir, pour oser frustrer l'autre si jamais nous on a envie d'arrêter et pas lui ou elle. Quand on n'est pas assez connecté à tous les langages, en fait, on risque d'aller trop loin et de pas ajuster au fur et à mesure. Parce que c'est vraiment à ça que les 5 langages nous servent aussi. C'est à ajuster au fur et à mesure, moment par moment, pour que chaque moment soit ajusté à nos besoins, soit réellement harmonieux avec ce qui se passe pour nous. Quand on n'a pas toutes ces compétences et que on les met pas en place, du coup on laisse faire, et puis on a l'impression que c'est d'un coup qu'on est submergé, mais ça arrive jamais d'un coup, jamais. Ça peut arriver rapidement, mais il y a toujours, on sait que ça va venir. Il y a des signes avant-coureurs. Après, est-ce qu'on les a détectés? On peut être passé complètement à côté, effectivement. Est-ce qu'on les a détectés et est-ce qu'on sait quoi en faire? Moi, en lisant ton livre, je l'ai pas fini, je suis honnête, je vais le finir parce que franchement, ça me passionne et ça m'intéresse énormément. Mais ce que je me disais, c'est que faut pratiquer, faut expérimenter, parce que c'est parce que tu l'as compris intellectuellement que tu vas, c'est parce que, ton livre, moi, je trouve qu'il donne effectivement énormément d'axes, mais je me suis dit, je peux pas juste le dire, j'ai lu, j'ai compris et hop, quoi. Faut que j'en fasse quelque chose. Tout à fait. Expérimenter, jouer, mettre en pratique. T'as fait donc peut-être le quiz gratuit. J'ai aussi créé un quiz approfondi qui donne un peu plus d'exercices pratiques et je suis en train de créer un cours en ligne avec plein de programmes très pratiques et des choses à mettre en place et où vraiment je guide les gens aussi pour aller dans l'expérience, parce que je mesure que c'est pas simple, seul face à son livre et avec son truc, et comment on se lance, comment on en parle à son partenaire, qu'est-ce qu'on en fait, il y a plein de choses, mais je pense que ce que j'ai envie de dire le plus, c'est oser vous amuser. C'est peut-être pas si sérieux ni grave que ça. On a tendance à être très solennel presque dans la sexualité. Et il faut bien faire, et il faut réussir, et oulala, il faut mettre tout ça en place, et moi je veux pas y arriver. Non, on s'amuse, on joue. Et moi, j'aime beaucoup cette image de s'amuser et de quelque part reprendre un peu un regard d'enfant curieux qui découvre, qui se dit « Ah, tiens, c'est rigolo, ça me fait des chatouilles » ou ça me faisait pas ça du tout avant. Et là, justement, on peut voir comment notre seuil évolue et comment notre plafond évolue en disant « Ça, en fait, je le supportais pas avant. » Et là, en fait, quand il y a ça et ça, finalement, ça marche. Et je trouve que cette expérimentation, elle est géniale si on prend cet état d'esprit et ce mindset de celui qui a envie de découvrir, celui qui a envie de s'amuser. Parce que, comme tu le dis, si on prend les choses de façon trop sérieuse, on va être dans, je pense, la performance où j'y arrive pas, en oubliant qu'il y a tout un... entre j'y arrive et j'y arrive pas, il y a peut-être plein d'étapes. Tu parlais de yoga tout à l'heure. On n'arrive jamais à faire une pause difficile en une première séance de yoga. Donc peut-être que certaines choses de notre sexualité ne nous sont pas encore accessibles, mais qui peuvent le devenir à force d'expérimenter. Tout à fait. C'est toute l'idée des 5 langages sexuels, de pouvoir se développer, se construire et s'épanouir. Et la question que je me posais, c'est donc moi j'ai fait le mini-test en ligne sur ton site gratuit, donc j'ai eu un résultat. Tu m'as dit tout à l'heure qu'on pouvait être un ou plusieurs. Et est-ce qu'on peut évoluer dans notre vie? Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? Alors, une porte d'entrée, c'est jamais figé. Le résultat que tu as avec le test, ça parle de aujourd'hui, maintenant. Mais dans 2 semaines, notamment parce que tu es une femme aussi, donc si tu as un cycle menstruel, la porte d'entrée sera probablement différente, de 1. Et avec les cycles de vie, avec les partenaires, c'est selon... En fait, la porte d'entrée dit, en ce moment, j'ai vraiment besoin de ça. Par exemple, quelqu'un dont le langage porte d'entrée est émotionnel, moins cette personne se sent en lien émotionnellement comprise et validée, plus la porte devient forte et rigide et il faut vraiment ça. Au contraire, plus il y a cette richesse émotionnelle, plus la porte devient flexible et puis après peut-être que finalement il y a un autre besoin qui prend le dessus, qui est le sensuel ou autre. Ça évolue au fur et à mesure du temps. Et idéalement, comme je le décris dans le livre, on n'aurait pas de porte d'entrée.
On pourrait entrer dans la sexualité avec fluidité à partir de n'importe quelle porte. Mais idéalement, ça veut dire dans un monde dans lequel il n'y a pas de violence sexuelle, dans un monde dans lequel tout le monde est hyper compétent dans les 5 langages, communique, est connecté à soi et en harmonie, peut se relier à nous, dans un monde dans lequel il n'y a pas de devoir conjugal, dans lequel il n'y a pas d'obligation, dans lequel la femme n'est pas dégradée, dans lequel la sexualité n'est pas honteuse, en fait, dans lequel il n'y a pas tout ça, alors on serait vraiment libre et on n'aurait pas tous ces poids qui pèsent sur nos épaules et on se sentirait beaucoup plus flexible, en fait. Un langage porte d'entrée, c'est une protection utile. Ça dit, s'il n'y a pas ça, c'est non. Mais c'est pas forcément très agréable de se sentir un peu limité en disant, moi j'ai absolument besoin de ça. J'ai plein de clientes qui disent, mais j'aimerais être plus flexible, j'aimerais pouvoir être spontanée, j'aimerais pouvoir connecter à mon désir, mon excitation plus rapidement. Oui, ok, on va y arriver en répondant aux besoins de la porte d'entrée pour en fait soigner cette partie à l'intérieur et en développant les autres langages pour y avoir de plus en plus accès. Donc non, c'est absolument pas figé. Il faut que ça évolue. Enfin, il faut, mais c'est chouette quand ça évolue parce que ça nous permet d'explorer différentes dimensions. Et est-ce qu'on peut se dire, tiens, aujourd'hui, je vais explorer cette porte et en parler à son partenaire et dire, tiens, si on essayait ça aujourd'hui? Tout à fait. C'est tout le but, c'est de pouvoir jouer, de pouvoir dire, c'est pas grave et sérieux, c'est, tiens, j'aurais envie de tester ça et de voir qu'est-ce qui se passe pour moi quand on fait ça. Et peut-être que ça me plaît, peut-être que ça me plaît pas. Et si ça me plaît pas, c'est pas grave, je dis stop, on arrête, on fait autre chose. D'avoir cette flexibilité de pouvoir venir explorer différentes manières de faire. Et différentes manières de faire, c'est pas, tu sais, les conseils à 2 balles qu'on voit partout, la lingerie, les sextoys, les positions, partir en week-end, dormir nu, les glaçons, enfin, on a marre de cette liste-là qui ne sert à rien. C'est vraiment venir explorer plus dans la subtilité de chaque dimension d'expérience sexuelle. Et ça qui m'a beaucoup parlé, en fait, dans ton approche, c'est qu'effectivement, il y a plein de façons de faire, il y a plein de façons, et il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Et une va être très bien à un moment et ne le sera plus à un autre. Et en fonction aussi de notre partenaire, en fonction de ce qu'on vit, en fonction de notre âge, sachant que l'âge n'est pas forcément non plus un critère complètement... il est figé chez nous, mais pas par rapport à notre sexualité, je veux dire. C'est ça qui me plaît, c'est en fait cette liberté et ce terrain de jeu que ça offre finalement. Tout à fait. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a dû se connecter à un moment. Et toi, si tu avais un conseil, peut-être, je sais pas si c'est difficile, mais le conseil, le petit truc par rapport à ton livre que tu pourrais livrer là sur ces fameux langages sexuels, à part s'amuser, que moi je retiens vraiment comme un conseil vraiment... même par rapport à la santé mentale, même par rapport à son rapport à soi, s'amuser, se dire que finalement, il y a plein de choses qui sont pas si graves que ce qu'on croit. Donc, à part celui-là, est-ce que tu aurais un petit tips bonus à nous donner? Oser. Oser avoir un désir qui est pas celui qui est attendu. Oser déranger. Oser dire oui, oser dire stop, oser dire non, oser dire ce dont on a envie. Prendre le risque relationnel d'être vraiment soi-même dans la sexualité. Eh bien, je crois que ça fait une très jolie phrase finale. Oser être soi, que ce soit dans sa sexualité ou dans sa vie. Je trouve que c'est ce qui me porte moi, quoi. Si on pouvait tous oser un peu plus être soi et se sentir bien comme on est, je pense que le monde irait un peu mieux. Et je pense que si on avait des sexualités épanouies tous les uns les autres, le monde irait beaucoup mieux aussi. Donc, merci de ce travail que tu fais. Merci de tous ces conseils. Ça m'a fait beaucoup de bien, moi, à titre perso. Je suis certaine que les auditeurs apprécieront aussi. Un grand merci, Margot. Avec grand plaisir. Merci à toi. Et donc, je redis pour les auditeurs que je remets le lien de ton petit test dans les notes du podcast et aussi le lien vers ton livre, celui qui est sorti. Mais comme tu l'as dit, il y en a 4 autres ou 5 autres? 4 autres. Comme ça, vous retrouverez tout. Et puis, je mettrai aussi ton site internet. Comme ça, il y aura tout. C'est parfait. Merci, Margot.